Comme l'a dit mon collègue, je m'appelle Xavier Eutrope, je suis journaliste en effet à la revue des médias Alina, lisez-nous, c'est gratuit, c'est payé par la TVA maintenant. Et aujourd'hui, ma tâche, c'est d'animer cette table ronde qui s'intitule « Écran, interdire, prévenir ou éduquer ». Un titre vaste avec des implications complexes et qui touche des tas d'acteurs très différents les uns des autres. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, j'ai des acteurs très différents les uns des autres qui pourront vous parler de leur compréhension de la question, en tout cas de leur intérêt dans cette problématique. Pour commencer, absolument pas dans l'ordre, mais dans l'ordre que j'ai sur mon papier, il y a Marie Danet. Bonjour Marie. Vous avez un micro. Maîtresse de conférences et psychologue clinicienne. Vous vous intéressez tout spécialement à la place des écrans dans les interactions familiales. Et vous parlez beaucoup aussi de technoférence, qui est les interférences dans les relations entre gens causées par les technologies. Voilà, je ne fais pas je n'ai pas mal compris votre sujet. Et vous avez par ailleurs beaucoup traité ce sujet avec le CLEMI, si je ne me trompe pas. Virginie Sassoon, bonjour. Vous êtes la directrice adjointe du CLEMI, donc l'acronyme veut dire aujourd'hui, depuis quelques années, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Avant, c'était le centre de liaison, etc. Donc c'est un peu la structure qui est chargée de l'éducation aux médias et à l'information dans l'ensemble du système éducatif français, depuis la maternelle jusqu'au bac. Tout à fait. Il y a une grosse tâche. Il y a du travail. Et vous existez depuis plus de 40 ans. Donc ça veut dire que vous avez pu voir, l'évolution du domaine des médias. Alors pas vous, mais vos prédécesseurs et vous. Merci beaucoup d'être là avec nous. Caroline Guillaumin, bonjour. Vous êtes directrice de la communication du groupe Orange. Et là, on pourrait se demander, mais que fait Orange dans cette discussion ? Vous nous expliquerez, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses en se parlant par Teams il y a quelques jours, les miracles de la technologie encore une fois. Et enfin, Geoffrey Larocca, pas de Larocca, Geoffrey Larocca. Bonjour. Fondateur du groupe DC Company, qui est la maison mère de médias comme Her Story, C'est qui la bosse, Logographie, et aussi Combini, dont on a beaucoup entendu parler récemment. On en parlera tout à l'heure, puisque c'est un peu la problématique aussi en termes d'économie des médias et ce genre de choses. Ça touche beaucoup la façon dont on produit et ce qu'on produit, pourquoi on le produit. Et voilà, peut-être un petit retour en arrière, 2024, vraiment très longtemps. Et la Chine a lancé une guerre pour protéger les enfants addicts au téléphone portable. Donc il y avait un blocage de téléphone des mineurs de 22h à 6h, avec une durée quotidienne de connexion limitée à 40 minutes par jour pour les moins de 8 ans. Et en Australie, depuis novembre, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans, sans qu'on sache trop comment cette interdiction est gérée et appliquée. Marie Danet, je vous vois sourire, je vous vois opiner du chef. Donc vous êtes psychologue clinicienne. Le titre de la conférence est assez, il est là sur le prompteur, il est assez vaste. Écran, interdire, prévenir ou éduquer. Et en prenant les deux exemples que je viens d'évoquer en Chine, en Australie, et vous, votre spécialité, qu'est-ce que vous recommandez, docteur ? Alors, pour moi, le premier terme, interdire, n'est pas forcément adéquat. Je pense que, surtout chez les adolescents, ils sont capables de mettre en place un certain nombre de stratégies pour détourner et contourner les interdictions. En revanche, prévenir et éduquer, pour moi, ça me semble vraiment essentiel. Prévenir les usages potentiellement néfastes, tout en sachant que, voilà, on va essayer de minimiser les risques et puis d'augmenter les opportunités, et puis éduquer justement pour permettre à ce que ces usages soient vraiment favorables aux enfants. Parce que pour vous, l'enjeu, c'est de ne pas... quand on en a parlé par téléphone, j'ai trouvé que cette réflexion était hyper intéressante, c'est-à-dire que pour vous, il ne s'agit pas de mettre les différentes classes d'âge les unes contre les autres, de dire vous êtes responsable, vous êtes responsable, tout le monde est coupable, il n'y a que moi qui ai raison, etc. Vous, c'est une problématique un peu plus complexe, quoi, un peu plus fine. Oui, je pense qu'en fait, interdire, ça voudrait dire qu'avant un certain âge, il n'y a aucun accès, aucune éducation par conséquent, et après un certain âge, eh bien, c'est libre accès, open var. Et je ne pense pas que ce soit vraiment pertinent comme approche, parce que justement, comme on va apprendre un enfant à traverser la route, on va lui apprendre aussi à utiliser les outils numériques de façon progressive, adaptée à son âge, pour que justement un jour il soit capable de les utiliser en autonomie et au minimum en sécurité. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse quelque part, s'informer, s'éduquer à toutes ces questions-là. Ça veut dire qu'il faut on ne va pas s'en nommer, vous parlez d'elle, c'est de l'éducation aux médias dont il est question. Il faudrait que l'éducation aux médias pour tout le monde en réalité, c'est ça que vous dites?
Oui, en fait, on sait que justement, on va mettre en place des stratégies actives, c'est-à-dire qu'on va davantage accompagner les enfants quand on sent qu'ils sont compétents, mais aussi quand, en tant que parent, on se sent compétent. Et donc, en fait, l'éducation aux médias, de mon point de vue, en fait, elle concerne vraiment tout le monde, adultes comme enfants, pour que justement, eh bien, on puisse avoir des mêmes référentiels à partager. C'est vrai que l'éducation aux médias en France cible principalement les plus jeunes, on va en parler avec Virginie, et que, et là c'est en dehors de vos compétences malheureusement Virginie, puisque c'est pas votre scope, mais c'est vrai que les plus vieux, entre guillemets, ceux qui ont passé le bac, ne sont pas forcément pris en compte. Vous Virginie, vous travaillez au Clémy, vous êtes directrice adjointe, vous vous intéressez donc aux jeunes de la première section maternelle jusqu'au bac. C'est quoi éduquer, puisque vous n'êtes pas pour interdire, j'imagine, c'est quoi éduquer aux médias, éduquer aux écrans? Oui, alors pour nous, l'enjeu de l'éducation aux médias et à l'information, c'est évidemment, au-delà des outils, de développer chez les plus jeunes un usage créatif, réflexif et critique. Et l'enjeu de cette éducation, c'est la formation des enseignants. C'est un des leviers les plus puissants dont on dispose et qui est vraiment un enjeu très important, qui est un peu la face cachée finalement de comment on arrive à faire advenir cette éducation. Donc nous, au Clémy, on forme 80 000 profs par an. C'est vrai que la question de commencer dès le plus jeune âge, c'est vraiment un enjeu absolument essentiel, puisque l'âge du premier smartphone, c'est 9 ans. Et que les enseignants ont énormément besoin aussi eux-mêmes de savoir comment faire pour intégrer en fait cette éducation dans leurs enseignements. Et l'idée à laquelle on veut répondre à travers notre mission, c'est qu'aujourd'hui on estime que apprendre à s'informer dès le plus jeune âge, quand on a un smartphone, parce que justement, tous les parents ne sont pas aussi en mesure, en fait, d'accompagner leurs enfants dans cette éducation. C'est une question de citoyenneté, de vivre ensemble absolument cruciale. Et donc, il y a un enjeu pour l'école d'égalité, en fait, de justice sociale, parce que l'école doit prendre en compte cette éducation, parce qu'on n'est pas tous égaux dans nos compétences numériques. Et peut-être aussi dire qu'il y a un parent sur deux aujourd'hui qui ne se sent pas accompagné. Donc il y a aussi un enjeu très fort de soutien à la parentalité numérique, au-delà de l'interdiction des réseaux sociaux, comme on l'a vu en Australie, et je pense qu'il doit être complètement pensé en dehors de la question des écrans. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dans le quartier, chez soi, comme installation sportive, comme médiathèque, comme alternative aux écrans. Parce que la problématique des écrans, c'est qu'elle fait concurrence, évidemment, à tout un tas d'activités que peuvent proposer les parents ou pas, parfois. Et qui doit être pensée en termes de politique publique, je pense, bien au-delà de cette seule question qui est un petit peu obsessionnelle de notre époque autour de l'objet écran. Oui, parce qu'effectivement, les interdictions en Australie et en Chine, alors en Chine c'est du contrôle plus que de l'interdiction, même si bon, les limites est un peu ténues, mais en gros c'est parce qu'effectivement ils sentaient qu'il y avait des problématiques liées à ça dans l'attention, dans les résultats scolaires, dans les comportements, etc. Vous avez travaillé, Marie Danet et Virginie Sassoon, avec le Clémy en tout cas, sur une initiative. Vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que moi j'ai trouvé ça assez chouette. Oui, avec plaisir. Justement, c'est aussi la philosophie de se dire, on est tous, je pense, assez essoufflés et fatigués par cette culture de la surconnexion. Les écrans sont souvent des objets qui nuisent à la qualité de notre présence aux autres. Ça, on en fait à peu près toutes et tous le constat. Et donc c'est Bayard, et en collaboration avec le Clémy, Réseau Canopé et des chercheurs qui sont vraiment spécialistes de la question comme Marie, qui ont pensé à un projet autour de la construction d'une boîte de déconnexion à faire en famille ou à l'école. S'il y a des parents dans la salle que ça intéresse, avec Marie, on a plein de stickers pour décorer votre boîte, vous pourrez les demander après. Et donc l'idée, c'est de construire cette boîte qui s'appelle le croc-écran, qui va manger les écrans et qui permet en fait de définir des temps, des lieux, des contextes dans lesquels on veut ne pas avoir d'écran. Mais bon, une fois qu'on a fait ça, il faut que l'école prenne le relais. Et donc nous, au Clémy, on a conçu un accompagnement pédagogique pour les enseignants qui permet en fait, au-delà du fait de se poser la question de combien il y a d'écrans à la maison, qu'est-ce que j'en fais, quel impact ça a sur mes émotions, de faire un relais et un dialogue avec les parents et d'instaurer vraiment une alliance. C'est-à-dire que quand l'école, elle ne peut pas répondre à cette question-là tout seul, nous, en tant que parents, clairement, on ne peut pas aussi, on se sent bien souvent, on a besoin d'aide. Et donc voilà, ce projet, il permet vraiment aussi de penser de l'alliance nécessaire pour résoudre cet enjeu de l'éducation aux écrans en faisant alliance et avec les chercheurs. Et je laisse la parole à Marie.
Oui, donc il y a effectivement le croque-écran, c'est un dispositif assez large. Donc il y a la possibilité de fabriquer un croque-écran avec les plus jeunes. Et puis pour les plus grands, donc notamment c'était dans les numéros d'Astrapi, il y a aussi un défi des 21 jours à faire en famille. Et donc c'est pas du tout 21 jours sans écran, c'est plutôt 21 jours où on va se poser des questions sur nos usages. Qu'est-ce qu'on fait? Donc qu'est-ce qu'on poste? Quelle est l'audience? À quel moment on utilise les écrans? Est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur ma relation aux autres, avec des débats aussi parents-enfants, donc un peu inversés, donc les enfants qui vont être contre et les parents qui vont être pour, donc vraiment pour instaurer finalement du dialogue et de la communication, parce que la communication c'est vraiment essentiel en fait pour avoir un usage raisonné en famille et qui va correspondre aussi à chaque famille, parce que voilà, on a une pluralité de formes de famille et avoir des directives uniques, c'est finalement assez contre-productif. Et puis pour les plus grands, il y a aussi des articles dans Okapi justement sur la réflexion, pareil, par rapport aux usages numériques. Effectivement, ce qu'on comprend, c'est que c'est un problème qui est multifactoriel, qui est très complexe, puisque effectivement, il y a la responsabilité des parents, mais tous les parents ne sont pas malheureusement équipés de la même manière face à ces sujets-là. Il y a une problématique sociale, d'inégalité sociale et ainsi de suite. Puis aussi la responsabilité de l'école, vous l'évoquez très bien. Mais il y a aussi une problématique qui est celle des contenus qui sont diffusés. Et c'est là que je vais me tourner vers Geoffrey. Geoffrey, qui est donc quel est votre poste vous êtes PDG de DC Company, d'accord. Ouais. Et vous avez racheté notamment Combini. On va parler de Combini parce que je pense que c'est le média qui parle le plus aux jeunes ici et qui peut potentiellement plus les toucher. Il n'y a pas que nous, il y en a d'autres, évidemment. Bien sûr, il y a le Gorafi aussi. C'est l'un des médias. Non, je pense à Brut, à Hugo Décrypte, à d'autres. Ah oui, bien sûr, évidemment. Mais on vous a avec nous, donc je vais parler de ça. Mais effectivement, vous avez raison, il y a bien d'autres médias qui parlent aux jeunes. Combini aujourd'hui connaît des difficultés. Il y a eu des licenciements de journalistes. Bon, il y a eu le départ des fondateurs. Il y a aujourd'hui une crise un petit peu des modèles économiques des médias qui doivent se tailler une part du lion sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, qui changent leurs règles en permanence, sans compter par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec Facebook, Twitter et ainsi de suite. Donc ça, c'est une problématique supplémentaire pour vous. Mais vous êtes ce que les gens vont voir, notamment les jeunes, sur les réseaux sociaux. Sachant que vous avez des métriques, donc vous avez des chiffres qui vous viennent depuis les plateformes pour vous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce que lorsque vous faites un contenu, sachant qu'il y a aussi la loi qui encadre une partie de vos pratiques, notamment pour les pratiques commerciales, c'est un peu une quadrature du cercle pour vous, un peu insoluble pour trouver des contenus, peut-être que je dramatise un peu, mais c'est quand même une question que vous devez vous poser sur la responsabilité, sachant que vous, en plus, vous êtes responsable juridiquement pour les contenus qui sont diffusés, puisque vous êtes directeur de la publication de Combini. Tout à fait. Je pense qu'on a une responsabilité sociétale aujourd'hui en tant que média et groupe de médias. Il ne faut pas se laisser happer par la culture de la vue. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui vont maximiser les contenus sans forcément en faire des contenus de qualité. Je pense que nous, on est capable, et on l'a démontré. D'ailleurs, il y a récemment une petite polémique sur TikTok concernant Combini qui parlait de la culture du vide. Moi, j'étais un peu surpris par ça. Tout ça parce qu'on avait fait cette fameuse vidéo qui donnait la parole à cette jeune Apolline qui avait fait le buzz en disant qu'elle voulait aller manger un burger. Bon, depuis, elle bosse un peu chez Quick. Bon, on a parlé de cette vidéo et j'ai l'impression que les gens n'ont pas regardé tout ce qui se faisait chez Combini à côté. On est capable de découvrir un talent comme Orelsan il y a quelques années. On est capable de parler des méga-bassines, de parler de la Silicon Valley dans un documentaire de 52 minutes. Je pense que notre responsabilité, c'est de proposer une large palette de contenus aussi pour, on va dire, créer des carrefours d'audience. Oui, il y a effectivement des contenus qui vont générer de l'audience, mais ça ne nous empêche pas de prendre des risques et d'avoir des contenus. Il n'y a aucun problème pour prendre un four sur un sujet si la rédaction considère que c'est un sujet pertinent d'un point de vue sociétal et qu'on a une responsabilité. Je pense qu'il y a une vraie différence aujourd'hui entre des médias qui sont engagés avec des valeurs. Nous, nos valeurs, elles sont claires. C'est promotion de la jeunesse, la pop culture, l'inclusion, la diversité, elles sont très claires. Beaucoup, parfois d'autres, qui n'ont pas pignon sur rue, en fait, n'ont pas vraiment de valeur, sont là pour faire des vues et vont aller diffuser tout un tas de contenus. Donc je pense que la responsabilité des groupes de médias aujourd'hui, c'est de s'adapter. Et aussi, alors vous parliez des contraintes économiques, oui, il y en a. Oui, effectivement, on doit refiter la façon dont on organise les rédactions. À une époque, on avait des sites internet très puissants qui généraient des millions et des millions de vues, de pages vues. Aujourd'hui, l'open web, donc le www.combini.com, c'est 50% de moins d'audience en 2 ans. Donc, on n'a plus besoin. C'est massif, ça. C'est massif, et c'est le cas pour tout le monde. La plupart des médias sont dans la même situation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a changé de mode d'accès à l'information. Aujourd'hui, c'est ça qui nous donne accès à l'information majoritairement, et pas que pour les jeunes d'ailleurs.
pour des gens qui ont 50, 60 ans aujourd'hui. Ça y est, ils sont dedans toute la journée. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir là où il y a des contenus qui sont créés avec la bonne narration. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, il n'y a que... Alors, je parlais de Brut, Hugo Décrypte, Combini, il y en a quelques autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand on compare à la masse de marques de presse qui, elles, ont des organisations avec des directeurs de la publication. Donc, on a une concurrence de créateurs de contenu, tout à chacun, qui peut aujourd'hui créer un contenu et qui n'a pas les mêmes responsabilités éditoriales, pénales, sur le contenu qui est diffusé. Donc, je pense que dans ces sujets d'écran d'éducation, moi, j'ai le souvenir, quand j'étais jeune au collège, d'avoir été au CDI et de découvrir la presse au CDI, donc d'apprendre à consommer l'information de cette façon. Aujourd'hui, dans les CDI, on n'apprend pas à utiliser les réseaux sociaux. On n'apprend pas à dire abonnez-vous à plusieurs sources. Je pense que si les professeurs documentalistes avec le Clémy notamment, oui. Je me permets de prendre la parole, oui. Travaillent beaucoup sur ces sujets-là, mais effectivement, il y a une problématique de moyens, il y a une problématique de présence de professeurs formés, etc. Il y a évidemment une transition à effectuer, et je ne dis pas que tous les CDI de France ont les Media Lab encore aujourd'hui, mais néanmoins, la transition est en marche. Aujourd'hui, la semaine de la presse et des médias, elle touche 4 millions d'élèves qui, à cette occasion-là, ont l'occasion en fait, de découvrir les coulisses de la fabrication de l'information et aussi de se rendre compte que sur les réseaux sociaux, ils consomment de la presse traditionnelle sans en avoir conscience. Et je pense que vraiment, la question d'apprendre à s'informer, c'est de se conscientiser par rapport à ce qu'on fait. Les adolescents s'informent souvent par accident. On est sur son fil d'actu, on reçoit un contenu de France Info, Combini ou sa tante. On n'arrive pas vraiment, forcément, surtout quand on est très jeune, à évaluer la source et développer cette culture de la source. C'est tout l'enjeu de l'éducation aux médias. Et c'est vrai qu'il y a une transition, je le reconnais, à faire pour mieux connecter aussi les établissements à Internet parfois, et aussi à promouvoir aussi une éducation, je dirais, pédagogique aux réseaux sociaux pour faire en sorte que l'usage aussi soit intelligent, créatif, critique. Nous, évidemment, en Clémy, on a des biais. Moi, je connais des centaines d'enseignants qui font des travaux et des projets formidables avec leurs élèves, mais effectivement, on a 290 000 enseignants qui participent à la semaine de la presse. Il faut aller plus loin. Et je compléterais sur moi, je pense que la vraie responsabilité, elle est du côté des médias, qui n'ont pas su se transformer assez vite. Quand vous avez des rédactions qui ont parfois encore 300, 400 journalistes qui écrivent du contenu écrit, imprimé et qui vendent 15 000 exemplaires par semaine, quand nous on fait 10 millions de vues par jour, 4 milliards par an, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médias qui n'ont pas encore pris conscience que les modes de narration avaient changé et qu'il fallait créer des contenus adaptés. Donc oui, la vidéo aujourd'hui, c'est un médium, c'est une façon de distribuer l'information. Il faut que les marques médias soient puissantes parce qu'en fait, elles sont... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on observe énormément de fake news. C'est qu'aujourd'hui, des nouveaux créateurs de contenu qui pourraient donner des fausses informations sont aussi puissants et ont souvent des outils beaucoup plus forts que les médias traditionnels parce qu'ils ont les codes. Alors que les médias traditionnels, ils n'ont pas. Regardez sur un compte Instagram, vous allez voir des médias comme Le Point, Challenge, L'Express, etc. Regardez le nombre de vues qu'ils font. Ils font 10 000 vues, 20 000 vues. Vous en avez d'autres, c'est 2, 3, 4, 5 millions. En fait, il y a vraiment une responsabilité de la part des médias de tout de suite embrasser ces changements, aller vite, parce que sinon, malgré des sujets d'éducation, on n'aura pas assez de contenu pour contrebalancer d'autres contenus un peu plus fake. Et la temporalité de l'éducation n'est pas celle des médias. Oui, absolument, il y a une problématique là-dessus. Mais donc, Geoffrey, si je me permets de revenir au titre qui est là pour vous, public, écran interdire, prévenir ou éduquer, j'imagine que vous n'êtes pas pour interdire. Alors moi, pour les plus jeunes. Je suis papa d'un petit garçon qui va avoir bientôt 5 ans. Je prends conscience de l'importance d'interdire les écrans sur certaines périodes. Je pense que les expérimentations qui sont menées, je crois déjà, là, dans certains collèges, sont plutôt intéressantes. Alors évidemment, je ne prêche pas pour ma paroisse. J'imagine que dans la journée, il y a beaucoup de gens qui consomment du Combini sur leur téléphone au collège, au lycée. Donc moi, j'aurais peut-être moins d'audience, mais je trouve que c'est une responsabilité. Et ça ne me gêne pas que des expérimentations soient menées. Maintenant, je pense que prévenir et éduquer sont les deux axes un peu plus forts à développer et de façon assez massive. Est-ce que vous envisagez de faire une verticale ? Soyons fous, une verticale, c'est une partie du site de Combini qui serait par exemple dédiée uniquement à l'éducation, à l'information et aux médias. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous paraître pertinent ? Pourquoi pas, ça pourrait être pertinent. En tout cas, moi, je voudrais qu'on soutienne toutes les initiatives là, dont j'ai entendu parler, parce que c'est notre responsabilité aussi d'éduquer, et pas que les jeunes. Je pense qu'il faut éduquer aussi les parents pour les aider à, on va dire, contrebalancer le discours. Parce que parfois, quand on est jeune, on a peut-être effectivement un rendez-vous au CDI, bon, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Il faut qu'à la maison, on en entende parler, et qu'il y ait une responsabilisation qui soit faite aussi des parents. Pour arriver aux écrans, il faut un tuyau. Et les tuyaux, c'est Caroline Guillemin qui va nous en parler.
Vous avez vu cette transition incroyable? Incroyable. Effectivement, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, il y a Matrix, et quand il y a les tuyaux et tout, et bref, je ne vais pas raconter ma vie. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est une bonne question, je suis désolé de la poser comme ça, mais parce qu'effectivement, quand on parle d'éducation aux médias, de sensibilisation, on ne pense pas forcément aux entreprises qui transfèrent l'information, puisque le boulot d'Orange, c'est de maintenir le réseau en marche, de l'alimenter en électricité, voilà, de faire en sorte qu'il soit tout le temps là. Quel est votre lien avec l'interdiction, la prévention ou l'éducation sur les écrans? Alors je vais reprendre un peu ce qui a été dit, mais c'est quand même compliqué de se dire qu'on est entre guillemets un tuyau, ce qu'on n'est pas, parce que heureusement on est un peu plus dans l'intelligence des réseaux et que ça permet évidemment des choses absolument incroyables. De se dire qu'on transporte quelque chose et qu'on n'est absolument pas responsable d'une façon ou d'une autre de la façon dont les choses sont transportées ou du contenu. Alors évidemment, juridiquement, on ne l'est pas. Donc ça, on pourrait s'arrêter là. Je pense qu'on a parlé de responsabilité sociétale, mais en fait, nous, on l'a pris un petit peu différemment. Et peut-être parce que on est beaucoup de parents. Donc à la tête d'un groupe comme Orange, vous avez une dame qui s'appelle Christelle Edman, qui a des jeunes en âge d'avoir des portables. Et je le dis pas pour la plaisanterie, mais parce que ça change un peu la perception qu'on peut avoir de ces sujets-là. Et à un moment donné, quand on est soi-même, effectivement, moi je suis maman également, et on est plein à se poser la question finalement de ce que nous pouvons faire, d'aller plus loin dans cette responsabilité autour des contenus et du téléphone portable. Et donc, finalement, et je voudrais juste faire un pas en arrière en redisant quand même que c'est un outil extraordinaire. Enfin, on peut passer une heure à se dire que ça n'a que des défauts, c'est pas le cas. On l'a tous vécu, c'est un outil qui est absolument sensationnel, qui nous a beaucoup aidés. Je ne parle même pas de la période Covid, où heureusement qu'on avait cet outil à un moment donné pour garder un lien, même s'il n'était pas idéal, mais qui était un lien. Donc, une fois qu'on a dit et qu'on sait à quel point le digital est une force de progrès absolument incroyable, on est tous conscients des effets de bord. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est à notre niveau. Moi, je ne suis pas fournisseur de contenu, je ne produis pas du contenu, j'en produis plus, puisqu'on en a produit à un moment donné. Qu'est-ce que je peux faire? Effectivement, on est rentré sur trois visions du monde. La première, c'est d'abord d'être au plus proche, finalement, pour éduquer, il faut être au plus proche de là où sont les jeunes. Alors moi, je ne suis pas dans l'éducation nationale, donc je n'y suis pas. Et par contre, ce que j'ai fait, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, les jeux vidéo, ça existe. Alors vous pouvez les interdire, vous pouvez dire que vous ne voulez plus que les enfants soient sur les jeux, mais ils y sont. Et comme ils y sont, on est allé mettre des zones qui s'appellent des safe zones, qu'on est en train de mettre en open source pour tous les éditeurs de jeux, pour permettre à ces jeunes, s'ils étaient confrontés à des difficultés de type cyberharcèlement, de pouvoir se protéger et appeler le 3018. Ça, c'est plus notre job. C'est-à-dire nous dire, finalement, nous, on a cette capacité à être là où sont les jeunes. Comment je peux les protéger à un moment donné? La deuxième chose, c'est de se dire, et on en a parlé et c'est important, c'est que on éduque les jeunes, on a beaucoup d'ateliers numériques, on leur explique cyberharcèlement, comment se protéger, les fake news, on fait tout ça. Mais finalement, le cœur du réacteur, c'est les parents. Et en fait, ce dont on fait tous le constat, c'est que les parents ne savent absolument pas ce qu'ils donnent à leurs enfants. Alors, ils ont une petite idée, parce qu'eux aussi, ils sont confrontés à des fake news, mais la violence de ce qui peut se retrouver, et en particulier si le téléphone n'est pas protégé, s'il n'y a pas le contrôle parental, et évidemment que tous les jeunes aujourd'hui contournent les contrôles parentaux. Ils les contournent, c'est un fait. Et donc, on a d'ailleurs trouvé une petite passade en Espagne, on est en train de faire un test. On a lié un forfait, donc le prix très bas d'un forfait pour les jeunes, avec le fait qu'il fallait que le contrôle parental soit mis. Si le contrôle parental est retiré, le prix du forfait augmente. Et donc le parent sait automatiquement qu'effectivement son enfant a réussi d'une façon ou d'une autre à contourner. Donc c'est ce genre de choses, et notre responsabilité, et moi je le dis très franchement, c'est de se dire comment je peux éduquer mieux les parents, donc quand ils rentrent en boutique, comment je fais en sorte que j'ai des vendeurs qui sont formés pour leur expliquer. On a mis une espèce de
pacte de confiance, c'est une espèce de tripartite entre le vendeur, le jeune et le parent quand on vend un portable pour un ado, pour permettre effectivement d'avoir cette discussion. Après, c'est pas à moi d'interdire. Je vais pas leur dire non, vous n'avez pas le droit d'acheter un portable pour un enfant. Par contre, on a vraiment une responsabilité de conseil. Et je pense que c'est là qu'il faut que notre énergie soit mise. Mais je suis totalement d'accord avec ce que vous disiez, Virginie. C'est également toute cette force qui est au contact de nos jeunes, qui sont les profs. Et comment est-ce qu'on peut les aider? Mais il y a beaucoup de kits pédagogiques qui sont faits, beaucoup de choses dont vous parliez, mais tout ce qui est faisable pour qu'ils ne se retrouvent pas complètement décontenancés devant justement la rapidité avec laquelle les contenus sont développés, la puissance de l'IA, on n'a pas parlé, mais tous ces sujets sont évidemment des choses sur lesquelles il faut vraiment éduquer parents, professeurs, les jeunes évidemment, mais j'ai envie de dire, si on n'a pas des parents qui sont éduqués face à ces jeunes, on perd la bataille. Et la bataille est importante. Lorsqu'on s'est parlé la semaine dernière, vous évoquiez le fait qu'il était normal ou même presque obligatoire pour une entreprise comme Orange de s'emparer de ce sujet avant, quelque part, qu'on l'oblige à le faire. Peut-être que je trahis votre pensée, mais je ne crois pas. Il y avait un peu cette idée-là. Non, je pense qu'en fait, on a deux façons de voir le monde. Vous pouvez décider que vous avez de la surréglementation et des lois, et les lois sont faites pour être appliquées. Évidemment, toutes les entreprises les appliquent. Nous, on a pris le parti de nous dire il faut qu'on anticipe en fait ce sujet-là, parce qu'encore une fois, il se trouve qu'on croit fondamentalement au fait qu'il faut qu'on soit un acteur responsable sur un numérique qui doit rester quelque chose de positif. Évidemment, il ne faut pas être bisounours. Les forces qui sont en puissance, les forces géopolitiques qui sont en puissance également sur le sujet des réseaux sociaux, des contenus et autres, nous dépassent largement. Mais néanmoins, je pense qu'on a un rôle à jouer. Donc, il y a des réglementations, il y a des choses très bien d'ailleurs, et c'est tout l'objet du débat avec Elon Musk et autres sur le DSA et sur tout ce que fait l'Europe pour protéger évidemment et pour mettre des règles. Mais ça ne suffit pas, parce que quelque part, objectivement, si je ne fais que d'appliquer les réglementations et les lois, sincèrement, il n'y a rien qui m'oblige à éduquer, il n'y a rien qui m'oblige à effectivement veiller à ce que nos jeunes soient d'une façon ou d'une autre protégés. Travailler comme on le fait aujourd'hui dans les équipes d'innovation sur des meilleurs contrôles parentaux, sur des forfaits effectivement qui évitent effectivement le fait de bypasser, des contrôles d'âge qui pourraient être beaucoup plus puissants, des IA qui pourraient également aider pour contrer certaines autres IA. Tous ces sujets sur lesquels on travaille, c'est effectivement aussi, c'est pas quelque chose qui va permettre de gagner plus d'argent, mais clairement d'avoir un numérique et donc à terme d'avoir évidemment un numérique beaucoup plus responsable. Marie, Virginie, qu'est-ce que ça vous évoque, la discussion qu'on a, toutes ces différentes réflexions qu'un créateur de contenu, alors je dis les choses, le chef d'une grande boîte de création de contenu, la dame qui s'occupe des tuyaux, vraiment, je simplifie à l'extrême, c'est un peu nul, je suis désolé, mais qu'est-ce que ça vous évoque, le fait que des acteurs comme ça, auxquels on ne pense pas forcément dans les problématiques d'interdiction, de prévention, d'éducation aux écrans, qu'est-ce que vous pensez de ces interventions, de ces initiatives, de ces réflexions ? Je pense que c'est le constat qu'il y a vraiment une problématique collective, sociétale, et qu'il n'y aura pas de réponse individuelle à l'enjeu auquel on est confronté, parce qu'en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'enseignant, on se rend bien compte que cette question, elle concerne et elle traverse, en fait c'est un champ de bataille économique, politique, attentionnel, et les parents ont besoin de soutien, et je suis totalement... c'est clair, ce sont eux le cœur du réacteur, il faut vraiment les soutenir, les aider de toutes les manières possibles en créant des alliances, et tout ce qui pourra aussi déconstruire cette idée que si on n'arrive pas à gérer les écrans avec nos enfants, on est des mauvais parents, sortir de cette logique de la culpabilisation individuelle, sortir de ce sentiment d'isolement qui fait que les parents se sentent démunis
et les enseignants aussi, par manque de moyens et par aussi ce sentiment d'isolement, tout ce qui pourra, je pense, porter les choses d'un point de vue plus collectif en créant des espaces et en disant la responsabilité, elle est partagée avec les producteurs de contenu, avec les constructeurs, et chacun prend sa part. Tout ça ne pourra être qu'aller que dans le bon sens, vu la vague aussi terrifiante qui peut être terrifiante qui arrive. Marie, désolé, vous allez peut-être reprendre la parole, mais je vais juste ajouter quelque chose auquel je pense tout de suite pour vous. Parce que lorsqu'on s'est eu au téléphone, vous avez évoqué le fait qu'on en fait beaucoup sur les différences générationnelles et ainsi de suite. Là, c'est vrai qu'on est dans une espèce de gap où, en gros, des gens qui n'ont jamais été formés à être à la fois des récepteurs et des partageurs de masse d'informations se retrouvent face à ces problématiques-là. Mais les générations bougeant, c'est vrai que les parents aujourd'hui ont de plus en plus vécu avec un portable. Et donc ça aussi transforme les logiques, les dynamiques dans les familles. Oui, en fait, aujourd'hui, on met beaucoup le focus sur l'usage des outils numériques par les enfants. Alors, on interdit, on essaye de contrôler au maximum, mais finalement, c'est une réflexion beaucoup plus globale à avoir, puisque les parents, eux aussi, sont des utilisateurs. Ce sont des modèles pour les enfants, et on sait que la limitation, c'est un levier très puissant de l'apprentissage. Donc, on peut dire à son enfant, voilà, il ne faut pas trop aller sur son téléphone, etc. Si on est H24, l'enfant, il va faire pareil. Là, pour le coup, on a des données assez importantes qui montrent qu'il y a une vraie copie, un mimétisme des comportements parentaux. Donc, forcément, les usages numériques n'en font pas exception. Et puis, il y a aussi le fait que, finalement, la génération actuelle de parents est une génération qui fait face à une nouvelle forme de parentalité, la parentalité numérique. Alors, autant pour plein d'aspects de la parentalité, on peut avoir des référentiels, des valeurs qu'on va vouloir reproduire, ou au contraire auxquelles on va vouloir s'opposer. Mais finalement, pour ce qui est de la place des outils numériques dans le quotidien des enfants, en tant que parents, on n'a pas forcément eu cette éducation. Alors évidemment, il y a toujours le discours de la télé, effectivement, qui a été présente, mais la télé ne se porte pas, donc c'est pas tout à fait les mêmes sujets. Et moi, je pense que je suis assez optimiste sur l'avenir, parce qu'on voit aujourd'hui que les adolescents sont capables de mettre en place une autre propre régulation de leurs usages. On voit que certains vont désinstaller des applications quand ils ont l'impression que ça leur prend trop de temps sur leurs autres activités, et puis la réinstaller un petit peu plus tard. Donc je pense que quand cette génération sera parent, ils auront un autre regard justement sur l'accompagnement, et que pour moi, c'est plutôt essayer de construire une culture familiale commune et des échanges autour de ce qu'on fait, de comment on le fait, etc., qui est plus intéressant, plutôt que d'être dans le contrôle. Et comme le disait Madame, effectivement, les contrôles parentaux sont très, très loin d'être suffisants. Oui. C'est moins de le dire, je l'ai pratiqué moi-même. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec des micros dans la salle pour Je pense qu'on va avoir du temps pour des questions. Il nous reste quelques minutes. Geoffrey, qu'est-ce que... je vous ai pris la question. Non, je prenais un petit biril. Vous connaissez biril? Bien sûr, c'est l'heure du biril, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, toutes les questions là qu'on s'est posées jusqu'ici, les réflexions et ainsi de suite? Est-ce que ça vous donne des idées pour votre fils, pour Combini? Alors déjà oui, pour mon fils, croque-écran, heureusement il n'a pas de téléphone encore, il n'en aura pas tout de suite. Alors c'est pour le téléphone des parents plutôt, croque-écran. Ah oui, très bien. Mais c'est une très bonne idée. Case in point. Alors mais c'est vrai, sur l'exemple, moi je me force parfois à poser mon téléphone, je pense que c'est important, mais alors ça donne, on a une responsabilité et on n'a pas de référentiel, on a peu de recul en fait sur les usages. Est-ce que finalement rester devant la télé, devant un dessin animé dans les années 90 et pas pire que de faire quelque chose sur un téléphone avec un côté actif, type un jeu vidéo éducatif. Moi, je crois beaucoup au côté éducatif, parfois des jeux, et il y a des jeux vachement super intéressants. Non, et globalement, je suis d'accord avec le fait que la responsabilité soit totalement partagée, y compris dans le soutien et le partage et la résonance de toutes ces initiatives. C'est-à-dire qu'il faut donner énormément de portée à toutes ces initiatives qui sont faites, et les médias, les marques aussi ont un rôle à jouer. Je pense que c'est tout un écosystème. Les professeurs, les enseignants, les marques, les annonceurs, les telcos, les producteurs de contenu, on doit tous être ensemble
pour partager un maximum de bonnes pratiques et éduquer un petit peu tout le monde, y compris les parents, pas que les enfants. Marie, alors, je me permets de rajouter aussi, on a beaucoup parlé de responsabilité partagée, mais on n'a pas parlé justement des applications. Et Biril, par exemple, typiquement, c'est une application qui, on ne l'utilise pas quand on en a envie, c'est l'application qui nous dit quand l'utiliser. Et pour moi, c'est du mauvais design. En fait, je pense que les applications ont aussi un fort rôle à jouer, notamment les applications de réseaux sociaux, sur comment est-ce qu'ils vont faire interagir ou pas l'utilisateur et comment justement ils vont permettre à l'utilisateur de pouvoir avoir une ouverture des contenus, mais aussi un usage quand il en a envie. Ça c'est sûr, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui sur Instagram ou d'autres, dès qu'il y a le moindre commentaire, ça crée de la dopamine et ça donne envie. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça marche. Vous voyez, même vous avez vu la façon dont X a été transformé depuis le rachat d'Elon Musk. Il y a énormément de notifications qui n'existaient pas avant. Avant, on était notifié quand vous aviez un direct message ou vous étiez tagué. Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai l'impression d'être tagué sur plein de trucs. Pas du tout, en fait. C'est plus disruptif que stimulateur de dopamine. Mais... Non, en fait, ça rejoint un tout petit peu ce qu'il vient de dire. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Le vrai sujet, c'est quand même le niveau d'enfermement dans lequel les plus jeunes peuvent se retrouver à cause de certains algorithmes sur les réseaux sociaux. Oui, et que juste diaboliser le téléphone, enfin, je veux dire interdire, vous avez des applis de jeux et autres pour jeunes et qui sont éducatifs, et il y a plein de jeunes qui peuvent se retrouver sur ça, et c'est très bien. Et le vrai danger, c'est l'enfermement, et c'est effectivement les fake news. On pourrait en parler pendant 2 heures, mais il faut juste faire attention à pas juste simplifier le débat en se disant ok, c'est 45 minutes et c'est 2 heures ou c'est 3 heures. Oui, il y a un sujet également, j'ai presque envie de dire médical là-dessus, mais au-delà de ça, le vrai sujet et le vrai danger, il est dans ce que les jeunes regardent, ou les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, je le dis parce que je pense que le sujet n'est pas qu'un problème de jeunes, c'est vraiment un problème d'enfermement. Et là-dessus, il ne faut pas se tromper aussi de débat. Marie Nadem me regarde en disant les seniors. Effectivement, les seniors, on ne va pas en dire plus. Ils partagent plus de fake news que les adolescents. Ouais. Virginie, puis après on passe à la salle. Non, je veux juste dire oui à plus d'éducation aux médias, à l'information, et surtout oui à une éducation média à l'information qui soit tout au long de la vie, parce que nous, effectivement, sur cette lutte préventive contre les fake news et sur le mécanisme addictogène de tout ce qui concerne les récompenses, oui, on le fait à l'école, mais il faut le faire à l'école régulièrement et même à l'université et plus tard, parce qu'on en a tous besoin. On va entendre la salle pour Bien quelques minutes de questions. On a une première question en bas, ici, madame. Attendez, on va vous tendre un micro. Attendez, madame. le micro, il arrive, il est là. Regardez. Bonjour, je m'occupe de la communication mainstream de PlayStation auprès donc des médias généralistes. Et je voulais vous féliciter, madame Tuyau, plutôt madame Guillaumin, pour l'initiative que vous avez eue d'être partenaire du film d'Inoxtag, qui est vraiment, et je trouve que vous devriez vous associer tous, parce que lui, il a une force de dingue, et d'être le partenaire du film d'Inoxtag, où il fait toute l'ascension de l'Everest, où en fait, il montre que, oui, il a vécu, il est connu grâce aux tuyaux, justement, grâce au réseau, mais grâce à ça, en fait, il est très, très préventif auprès de son public pour dire, ok, c'est bien, moi, je ne peux pas critiquer puisque j'en vis, puisque je suis connu grâce à ça, mais quand même, j'ai la légitimité et la crédibilité de vous dire faites-le, ok, mais faites attention et sortez un peu aussi. Rien que pour ça, je voulais vous féliciter parce que je trouve que c'est une très belle expérience et j'espère que vous allez continuer dans ce sens-là. Vous avez une question en plus ou c'était juste Non, c'était. Si, est-ce que vous allez continuer dans cet esprit-là ? Alors, on essaie de faire... alors, c'est là, effectivement, cette personnalité, et je l'ai vu, et il se trouve que je l'ai vu interagir avec des jeunes juste après la sortie de son film, et c'est incroyable le niveau d'attention qu'il avait réussi à capter auprès de ces jeunes en leur expliquant justement les effets de bord et pourquoi la déconnexion était importante. Ce que j'ai dit tout à l'heure est important, c'est je pense que nous, comme en marque, vous êtes une grande marque également, on doit être au plus proche de là où sont les jeunes pour effectivement les éduquer. Et c'est en tout cas notre responsabilité. C'est pour ça qu'on a fait les safe zones, c'est pour ça qu'on a fait Wall of Change, qui est aussi cette capacité de parler du sexisme sur les jeux vidéo en faisant des stickers à l'intérieur des jeux pour que finalement les players se retrouvent effectivement confrontés
à ces stickers qui leur parlent de sexisme et d'agressivité, de violence sexuelle dans les jeux. Donc tout ce que nous faisons, c'est vraiment de se dire on a cette chance de pouvoir être au plus proche, on est une marque qui parle aux jeunes, donc essayons de l'utiliser pour parler de ces sujets qui sont évidemment importants. J'ai très envie de rebondir en termes d'éducation aux médias sur Inoxtag. Et est-ce que ça a été un objet pour vous dans les classes en tant que Clémy sur le message, le rapport à l'image et ainsi de suite ? Ce qui est très intéressant, c'est que les parents ont souvent un jugement assez pessimiste et assez critique sur les pratiques culturelles de leurs adolescents. Et là, ce qui était vraiment intéressant avec ce film, c'est que ça a changé beaucoup le regard des parents et ça a créé des moments en famille extrêmement forts. Et les parents ont découvert aussi à cette occasion-là il y avait des choses absolument merveilleuses à découvrir sur YouTube et aussi qui étaient portées par des influenceurs. Et j'ajouterais aussi qu'il y a un mouvement là de détox, notamment porté par Lena Situation aussi, qui a fait beaucoup parler d'elle. Et voilà, et donc c'est intéressant aussi et ça rejoint ce que disait Marie Danet, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une génération d'influenceurs, d'adolescents qui arrivent à un stade de maturité qui est essoufflé et qui souhaitent vraiment construire un rapport beaucoup plus conscient et distancié avec leurs outils. Et on doit évidemment, nous, les soutenir là-dedans. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler avec Louise Aubéry, si je peux me permettre, puisqu'elle sera avec nous tout à l'heure pour une prochaine table ronde. Merci beaucoup. Est-ce que, Marie, vous vouliez dire quelque chose Oui, en fait, c'est un petit peu dans le prolongement de ce que disait Virginie. Il y a aussi beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui qui montrent qu'ils sont parfois en burn-out, parce que quand on regarde comme ça des vidéos, on a l'impression que les gens s'amusent à créer du contenu, sauf qu'en fait, en réalité, on ne se rend pas compte toujours de la quantité de travail qu'il peut y avoir derrière une vidéo, et que quelqu'un qui va poster une vidéo tous les jours, tout le reste de la journée, en fait, elle va être en train de travailler et elle ne va pas être en train de s'amuser uniquement. Donc là aussi, je pense que les influenceurs jouent bien le rôle de montrer aux plus jeunes que finalement, ce n'est pas si simple que ça et qu'en apparence, ça peut être très fun et très distrayant et qu'en réalité, en fait, ça représente beaucoup de travail et que voilà, ça n'arrive pas comme ça. Je crois que c'est Cyprien, il y a quelques temps, qui avait fait une vidéo comme ça où il montrait à quel point c'était un travail d'équipe et ainsi de suite. Une autre question, peut-être effectivement, la dernière après, je crois, parce que... On a encore un petit peu de temps. On a encore un peu de temps, incroyable. Si vous êtes efficace, on en aura peut-être deux. Au milieu, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Ma question aussi, elle concerne la communication, donc elle s'adresse plutôt à vous, Caroline Guillaumin. Je voulais revenir sur le point que vous avez abordé concernant le forfait. Donc, je crois que c'est en Espagne pour le moment. Pour les jeunes, donc qui implique un contrôle parental et les tarifs qui fluctuent en fonction de si le contrôle parental est détourné, donc qui n'est pas encore mis en place en France, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas le même qu'on a en France. On a un autre système, en fait. De ce style. On teste. On est comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, on doit avoir des choses qui protègent en termes de forfait. Et comme tout le monde, on fait le constat que mettez un contrôle parental, il est bypassé. Et donc en Espagne, on a testé, donc on teste par plateforme régionale. Donc en Espagne, on a testé ce lien entre forfait et puis contrôle parental. En France, on a fait complètement différemment. On a fait un forfait qui est lié à une offre qui s'appelle Cybersecure, qui est directement embarquée en fait dans le téléphone et qui protège, par exemple, de tous les appels malveillants, d'un certain nombre de spams, donc qui protège en fait le jeune, ou le moins jeune, mais là il se trouve que c'est un forfait jeune. Et on a mis en place d'autres systèmes. On a fait une alliance avec une start-up qui s'appelle Bodyguard, qui permet, en fait, qui est un système d'IA qui permet de protéger du cyberharcèlement. Donc c'est un système qu'on a testé par exemple avec des joueurs dans les équipes de foot féminines en particulier, qui sont très harcelés en fait après les matchs ou en compète. Et en fait ça permet de vous mettre dans une espèce de bulle. Alors c'est une solution comme une autre, mais dès que le commentaire négatif est arrivé, en fait, donc il regarde si le commentaire est négatif en fonction de votre âge, de votre situation et autres, il est publié et il est dépublié systématiquement tout de suite. Et en fait, pourquoi ils font ça ? Parce que ça permet que la personne qui publie ne se rende pas compte qu'il a été supprimé. Parce que souvent, en fait, le fait de supprimer un commentaire négatif, en fait, vous génère encore plus de commentaires négatifs.
Et donc, en fait, c'est une boîte française qui fait ça, donc, qui est assez formidable. Donc, voilà. Donc, en fait, dans chaque pays, on a mis en place des systèmes un peu différents pour essayer de voir ce qui va marcher finalement à la fin le mieux pour protéger les jeunes. Mais donc, pour continuer la question de madame, éventuellement, cet abonnement avec le contrôle parental, ça pourrait être implémenté en France, par exemple ? Oui, on est en train de regarder pour l'implémenter. Si ça vient d'être lancé, ça a été lancé il y a 3 mois en Espagne. Donc on se laisse 4-5 mois pour voir s'il y a vraiment un intérêt ou pas. Ça n'a pas de sens de lancer si on se rend compte déjà que sur un marché comme l'Espagne, ça ne marche pas. Mais là, pour l'instant, ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Et donc on regarde et on est en train de regarder si on peut effectivement lancer quelque chose d'assez équivalent dans les mois qui viennent. Mais voilà, c'est vraiment du test and learn. Là, pour le coup, c'est compliqué d'avoir quelque chose qui marche à tous les coups. Et Bodyguard, si je peux me permettre, je crois que c'est utilisable en France et gratuitement sur les réseaux sociaux. On peut soi-même l'installer sur son téléphone et être protégé quand on a un compte, par exemple, sur un réseau social. Alors, par exemple, pour Bodyguard, qui est cette app, là c'est un système qui est prévu, alors qui est sur abonnement, donc ça c'est assez différent. Nous, on le fournit gratuitement pour un certain nombre de populations, comme par exemple des sportifs. On l'a fait pour certains sportifs, donc on leur a proposé gracieusement. Et pour les téléphones qui sont protégés, typiquement, il y a une offre, le Safer Phone, qui a intégré le cybersecure qui permet de les protéger. Marie, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, moi je me pose peut-être une question par rapport à l'augmentation du forfait quand le contrôle parental est détourné. Je me demande si ce n'est pas un peu punitif pour les parents. Ça introduit une logique un peu transactionnelle quelque part. Ça introduit un deal en fait. Ça introduit une espèce finalement de deal de confiance qui est de dire il y a un moment donné, il faut que et c'est un peu toujours notre logique, c'est de dire c'est un deal entre l'opérateur, le jeune et son parent. Parce que là on parle de jeunes qui sont pas majeurs, donc de toute manière, à la fin des fins, c'est quand même le parent qui va payer. Et oui, mais c'est pour ça que je vous dis on teste, parce que moi, j'ai pas de logique. Alors, après, c'est pas difficile. Aujourd'hui, vous avez des forfaits, vous mettez ou pas votre contrôle parental, le parent ne le sait même pas. On va prendre une autre question dans la salle pour éviter qu'il y ait trop de frustration. Il y a une dame là-bas. Devant, non ? Non, finalement, il n'y a plus de questions. Si, là. Attendez, allez où ? Derrière. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Merci à vous. Je suis étudiante au CELSA et j'aimerais vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on crée du contenu destiné aux jeunes qui prennent en compte du coup tous ces enjeux de prévention. Et en même temps, je me rends compte que c'est très difficile d'appréhender les usages réels qui sont faits par les jeunes. En fait, parce que par exemple, j'ai une nièce de 13 ans. Moi, j'ai grandi avec Internet et je me rends compte qu'elle fait des usages que je ne peux même pas imaginer. Je me dis... si moi, je suis dépassée, comment est-ce que les parents ne sont pas dépassés ? Et du coup, comment est-ce qu'on fait quand on veut créer du contenu de prévention pour que ce soit réellement engageant ? C'est-à-dire que ce ne soit pas dans une logique de « bon, ok, ils nous disent ça, on va les écouter poliment, mais en fait, on n'en a absolument rien à faire ». En fait, je pense que c'est extrêmement compliqué. Je voulais savoir si vous réfléchissez, par exemple, à des formats. Par exemple, je ne sais pas, effectivement, travailler avec des influenceurs, des figures qui parlent vraiment aux jeunes, ça peut être une solution. Le jeu vidéo, mais qui ne soit pas dans un truc trop rébarbatif, ce qui est compliqué quand on fait de la prévention. Une quadrature du cercle à résoudre en quelques secondes. Qui veut prendre la parole ? Geoffrey ? Je vais bien rebondir là-dessus parce qu'en fait, ça revient tout de suite à adapter la plateforme sur laquelle on veut diffuser un message. Et effectivement, aujourd'hui, si vous diffusez juste dans la presse et que vous achetez des campagnes de pub dans le Figaro ou autre pour parler de ça et que vous voulez viser les jeunes, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut créer des formats très engageants, très impactants. Et en fait, d'ailleurs, dans 6 mois, ce sera peut-être des formats différents. Il faut avoir une agilité très forte. Et pas courir, effectivement, peut-être essayer de le faire sous forme effectivement de jeu, avec des formats particuliers. Nous, on a été avec des formats comme Fast and Curious ou Top 1, etc. sur Combini. On a réussi, je pense, à faire passer parfois certains messages. On peut utiliser ce type de format. On peut peut-être mettre en avant des personnalités impliquées dans ces sujets-là, sur ces formats-là. Je pense qu'on a tous une responsabilité, mais il faut adapter le message à la bonne plateforme, et tout ça évolue très vite. Et je voudrais rajouter quelque chose, parce que c'est un débat qu'on a tous actuellement dans les marques, c'est de se dire, faut-il être sur TikTok, faut-il être sur X, faut-il être sur Insta ? Bon. Et en fait, par rapport à ce que vous disiez, la réponse que je reçois souvent, c'est
nous, on fait beaucoup de petites vidéos pédagogiques autour du numérique, donc on le fait, mais finalement, si je ne suis pas sur TikTok, bah, je n'atteins pas ma cible. Et en fait, c'est un tout petit peu le débat qui tourne en rond actuellement, de se dire, mais finalement, j'ai potentiellement du contenu qui peut être assez éducatif, pédagogique, qui peut effectivement permettre de parler des fake news, de parler de sujets vraiment importants. Et ben, finalement, le médium le plus efficace, c'est les réseaux sociaux, et en particulier des choses comme TikTok. Mais en étant là-dessus, je contribue effectivement également quand même à générer du contenu sur ce genre de plateforme. Donc je pense qu'en fait, le vrai sujet, il est quand même d'être là où sont les plus jeunes, et pas forcément... Enfin, le format est important, mais je pense qu'il faut quand même être là où ils sont. Virginie, le mot de la fin. Nous, au Climi, on teste plein de choses, des vidéos, mais on adore les livres, et on a récemment créé une BD qui est vraiment, qu'on a voulu au plus proche des usages des adolescents, pour expliquer aussi le rapport sans moralisation, sans dire c'est bien, c'est mal, la manière dont on utilise son téléphone, mais vraiment on traverse la journée d'une adolescente qui est hyper connectée, et on en profite en fait à la manière de Vice Versa, le long métrage où il y a donc différentes émotions qui la traversent, pour montrer ce qui se passe quand on est en surcharge cognitive, ce qui se passe quand on est dans une situation de cyberharcèlement, ce qui se passe quand on est confronté à une fausse nouvelle. Et c'est un format, la BD, qui fonctionne très bien, d'une part parce qu'on peut faire des ateliers dans les collèges et les lycées, et aussi parce qu'on peut la lire en famille. Et on l'a fait aussi dans une optique de prévention pour les enfants qui n'ont pas encore de téléphone portable, et pour les parents qui cherchent aussi, sans à dire, bon, alors le contrat de responsabilité de l'enfant qui a 11 ans, mais voilà, la BD, la fiction, c'est quand même des leviers extrêmement puissants pour fonctionner. Merci beaucoup. Merci Xavier Eutrope, merci à vos invités, Geoffrey Larocca, Caroline Guillaumin, Virginie Sassoon-Butelli, avec lequel Radio France collabore d'ailleurs régulièrement. Et merci beaucoup à vous Marie Danet.